Dans une petite ville australienne isolée, la police fait une macabre découverte. Dans une banque désaffectée, les enquêteurs ouvrent 6 barils remplis de restes humains en décomposition. Le nombre de victimes et la façon dont elles avaient été tuées, c'était cauchemardesque. Cette série de meurtres est unique pour une raison qui fait froid dans le dos. Pour les tueurs, il s'agissait d'une croisade et ils étaient persuadés d'être dans leurs droits. Pendant 7 ans, 4 hommes vont torturer et tuer leurs amis, leurs conjoints et leurs voisins. Ils parlaient de meurtre comme nous. On parlerait du temps qu'il fait. Il faut les punir. À leur tête, un psychopathe dominant et sadique. Je me suis dit que si le diable existait, il était assis à quelques mètres de moi. Voici comment ces 4 hommes ont tué pour le plaisir et comment leur folie meurtrière a été stoppée. Adélaïde, la capitale respectable et conservatrice de l'Australie méridionale. Surnommée la ville des églises, elle compte 1 million d'habitants. Mais au nord de la ville se trouvent de nombreux quartiers pauvres et abandonnés où vivent les classes très défavorisées d'Adélaïde. En novembre 1998, Elizabeth Hayden, une femme mariée, mère de 7 enfants, disparaît de sa maison de Salisbury North, l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Son mari, Mark Hayden, est convoqué au poste de police pour faire une déposition et répondre aux questions de l'inspecteur Greg Stone. Monsieur Hayden, ce qui m'intrigue, c'est que votre femme Elizabeth a disparu. Et que si on l'a appris, c'est uniquement parce que son frère nous l'a signalé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez rien dit? Il y a une semaine, mon pote, John Bunting, m'a dit que ma femme l'avait dragué. Il l'a envoyée balader. Et le lendemain, elle était partie. Peu convaincus par la déposition de Mark Hayden, les enquêteurs vérifient sa version des faits. John Bunting, 32 ans, employé aux abattoirs, confirme le récit de Mark Hayden. Pourtant, Dennis Edmonds, alors commissaire divisionnaire, se souvient que ces hommes avaient de gros soupçons. Son mari ne paraissait absolument pas s'inquiéter de l'endroit où elle était. Parfois, l'intuition d'un flic lui dit que quelque chose cloche. Et c'est son boulot de découvrir ce que c'est. Un deuxième nom dans la déposition de Mark Hayden attire l'attention des enquêteurs. Le lendemain de son départ, je suis allé m'installer chez mon pote Rob Wagner. Robert Wagner, un homme de 27 ans, sans emploi, est déjà connu de la police. En 1997, son amant Barry Lane avait disparu. En examinant les comptes bancaires de Barry Lane, la police avait remarqué des détails suspects. Jeremy Pudney était alors chroniqueur judiciaire à Adélaïde. La police avait pu établir que Barry Lane, qui avait disparu mais n'était pas nécessairement mort, accédait régulièrement à son compte en banque. Ou du moins, quelqu'un le faisait. La police a installé une caméra de surveillance et au bout de quelques mois, elle a réussi à obtenir des images de la personne qui effectuait des retraits sur le compte de Barry Lane. Cette personne était Robert Wagner. Les détectives Greg Stone et Steve McCoy rouvrent immédiatement tous les dossiers de personnes disparues et font une découverte surprenante. Au moins 5 de ces disparitions étaient liées. Bunting et Wagner étaient le dénominateur commun. La police peut désormais relier 3 hommes à une incroyable liste de personnes disparues à Adélaïde et au nord de la ville. Elizabeth, la femme de Mark Hayden, disparue. Barry Lane, l'ancien amant de Robert Wagner, disparu. Clinton Tresize, un autre ancien amant de Barry Lane, disparu. Susan Allen et Ray Davis, des voisins de John Bunting,
disparu. Au fur et à mesure qu'ils reliaient tous ces dossiers de personnes disparues, les policiers ont commencé à surveiller les 3 hommes. Ils les surveillaient de très près. Ils ne les lâchaient pas d'une semelle. On avait suffisamment d'informations pour aller demander à un juge qu'il autorise des écoutes téléphoniques. Je le tiens à l'œil, l'autre là-bas. Je vais lui rendre une petite visite. T'as raison. Il est temps qu'il aille à la clinique. Debbie Marshall, chroniqueuse judiciaire, a écouté les enregistrements codés des suspects. La police a écouté les conversations téléphoniques entre Bunting et Wagner et ils utilisaient des expressions bizarres comme « Ils doivent aller à la clinique, il faut les soigner, il est temps de jouer ». Tandis que certains policiers écoutent les appels des suspects, d'autres membres de l'équipe de 20 personnes sont à la recherche d'une pièce importante dans l'affaire Elizabeth Hayden. On essayait de retrouver un 4x4 qui lui appartenait et qui avait disparu. Le 18 mai, les enquêteurs suivent John Bunting et Robert Wagner jusqu'à 160 km au nord d'Adélaïde, dans un hameau isolé appelé Snowtown. Sans le savoir, les 2 hommes mènent la police tout droit à ce qu'elle cherchait, le véhicule d'Elizabeth Hayden. Pour l'enquête, c'est un grand pas en avant. Une équipe d'enquêteurs est envoyée à Snowtown pour examiner le véhicule. Parmi eux, le spécialiste chevronné de scènes de crime, Gordon Drage. Il fallait passer le véhicule au peigne fin et voir si on pouvait établir le moindre lien avec les personnes disparues. Le 4x4 est vide, mais les voisins leur apprennent que le contenu du véhicule a été transporté de l'autre côté de la rue dans une banque désaffectée. Gordon? L'un des enquêteurs m'a pris à part et m'a dit « Tu ne vas pas le croire, il faut aller fouiller l'ancienne banque en face. » La banque sert d'atelier de réparation pour des ordinateurs et du matériel électrique. Mais les enquêteurs s'intéressent surtout à ce qui se trouve dans la chambre forte. Quand on a ouvert la porte, on est tombé sur un mur de plastique noir qui avait été scotché sur les côtés avec une entaille au milieu. Ah, ça pue. À l'intérieur, l'odeur était très forte. On savait qu'on allait trouver un cadavre. Il y a 6 barils, quelques couteaux. On dirait une scie là-bas. Acide chlorhydrique. Je savais qu'il fallait regarder, mais je n'en avais pas vraiment envie. Le premier baril contient des restes humains. J'ai vu une main et un pied. J'ai ouvert tous les barils. Certains ne contenaient qu'une patte et des morceaux de corps. D'autres étaient pleins à ras-bord d'une sorte de liquide épais et visqueux. En vue de l'arrestation des suspects, la police va devoir taire la macabre découverte à la presse. La brigade criminelle d'Australie-Méridionale enquête sur la disparition de 5 personnes à Adélaïde. Après 5 mois de recherche, la police entre dans la chambre forte d'une banque désaffectée et découvre 6 barils remplis de restes humains en décomposition. La banque est immédiatement déclarée scène de crime. Le commissaire divisionnaire Dennis Edmonds arrive à Snowtown. Nous avons rassemblé une équipe d'enquêteurs et de spécialistes de la police scientifique et établi un poste de commandement au commissariat de Snowtown. Une course contre la montre s'engage. Les enquêteurs doivent s'assurer que la presse n'a pas vent de l'affaire. On voulait à tout prix éviter que les médias ne révèlent qu'on enquêtait à Snowtown. Il fallait que les suspects ne se doutent de rien avant qu'on ait pu les arrêter. Le 21 mai 1999, la police arrête les 3 suspects sous surveillance pour les 5 affaires de disparition. À l'aube, un ancien employé des abattoirs de 32 ans, John Bunting, est arrêté à son domicile. Robert Wagner, un homme de 27 ans sans emploi,
est lui aussi arrêté. Mark Haydon, 41 ans, est le troisième suspect arrêté. C'est la disparition de sa femme, Elizabeth, 5 mois plus tôt, qui a déclenché l'enquête. La police a en outre établi que la banque désaffectée est louée au nom de Haydon. Pendant la garde à vue, les 3 hommes refusent de parler. Le lendemain matin, toute l'Australie apprend la macabre découverte de Snowtown. This morning, the doors were open to the media. Cameras quickly focused on the bank's vault, where 6 large barrels containing decomposed human remains were discovered by major crime investigators on Thursday night. J'étais déjà chroniqueur judiciaire depuis un certain temps. Mais comme la police et tout le pays, j'ai été choqué par ce que l'homme est capable de faire. Plus tard dans la soirée, les équipes de télévision tentent d'obtenir des images des 3 accusés. The charge sheet alleges that the men murdered an unknown person. That's understood to be a holding charge while investigations continue. As Bunting walked from the dock to the holding cells, a large smile crossed his face. Les experts légistes examinent les restes en décomposition contenus dans les barils. Certains ont été plongés dans de l'acide et l'identification risque d'être difficile et pleine d'embûches. Pourtant, selon l'anthropologue médico-légal Maciej Henneberg, cette tentative grossière de destruction de preuves pourrait aider l'enquête. Ces corps ont été plongés dans de l'acide chlorhydrique. Cet acide dissout le minéral de l'os, mais parallèlement, il le préserve. Les corps ont donc été préservés par l'acide, ce qui nous a permis de les étudier. Les scientifiques rassemblent les morceaux de corps et établissent rapidement que les 6 barils contiennent les restes de 8 corps. Mais à peine l'examen médico-légal commencé, un nouveau fait dramatique vient alourdir l'enquête. Le 22 mai, le lendemain des arrestations, la police reçoit un coup de fil anonyme. On a reçu des informations disant que 2 corps avaient été enterrés dans un jardin de Salisbury, derrière une maison louée par John Bunting. 2 corps sont découverts, portant le nombre des victimes à 10. Les 3 suspects refusent de parler et la police ignore toujours le mobile des meurtres. Mais les enquêteurs sont sous pression. Ils doivent trouver des réponses. Ils concentrent alors leur attention sur James Vlasakis, 19 ans, le fils de la compagne de John Bunting, qui vit à la même adresse que lui, Waterloo Corner Road. Le comportement de James Vlasakis, ainsi que certains témoignages, ont conduit la police à la conclusion qu'il était impliqué d'une façon ou d'une autre. Placé en garde à vue, James Vlasakis parle, mais il est terrifié. J'ai rien dit parce que j'avais peur qu'il me tue. James Vlasakis raconte comment John Bunting s'est vanté d'avoir tué un jeune homme au début des années 90. Rentre et installe-toi. Je peux mettre la télé? Pas de problème, fais comme chez toi. Mais James Vlasakis ignore le nom de ce jeune homme qui, pour la police, est sans doute la première victime de John Bunting. John Bunting l'a tué. Puis il a chargé le corps de sa victime dans une voiture et il est allé jusqu'à un enclos isolé où il a jeté le corps. En reliant les détails du meurtre avec le rapport d'autopsie d'un corps retrouvé dans une ferme près de Lower Light en 1996, 3 ans plus tôt, la police identifie la victime. Il s'agit de Clinton Tresize, un marginal de 22 ans. Clinton Tresize était un jeune homme déçu par la vie. Quelqu'un qui avait peu d'amis et peu de contact avec sa famille. Il était très seul et tout cela en faisait une cible idéale pour John Bunting. Pour les enquêteurs, c'est un élément crucial. Il commence également à reconstituer un monde sombre en marge de la ville respectable d'Adélaïde.
Pendant toute son enfance, James Vlassakis a été sexuellement abusé par son demi-frère Troy et par un voisin, Jeffrey Payne. Quand James avait 14 ans, John Bunting a commencé à fréquenter sa mère, Elizabeth. Alors qu'il est en garde à vue, James est examiné par le psychiatre Paul Mullen. Quand John Bunting s'est mis à fréquenter la mère de James Vlassakis, pour ce jeune adolescent, il a vraiment pris le rôle de père. Un père qu'il n'avait jamais connu. Le jeune Vlassakis l'adorait. Grâce à James Vlassakis, les enquêteurs commencent à comprendre la personnalité de John Bunting, qui se vantait d'être violent et même d'avoir tué. John m'a dit ce qu'ils avaient fait. Je pensais que si j'en parlais, John me tuerait. Marcus Johnson, le beau-père de James, connaissait bien John Bunting. C'était un homme vraiment étrange. Il était très fin et il savait parfaitement comment manipuler les gens. Dans la maison qu'il partageait avec sa compagne, Elizabeth Harvey, au 203 Waterloo Corner Road, John Bunting vivait entouré de sa cour. Robert Wagner, Mark Haydon et James Vlassakis. C'est plein de pédés et de pédophiles ici. Il y en a à tous les coins de rue. Il y en a partout. Partout. C'était un homme qui ne buvait pas beaucoup, mais il savait s'y prendre pour captiver son entourage. Selon James Vlassakis, il était très charismatique. Il suscitait l'admiration. Vous auriez dû voir cette tapette dans le Queensland. Je lui ai dit, tu serais pas pédé par hasard? Carrément. Et avant qu'il ait pu réagir... Vous auriez dû voir ça. Il s'est écroulé comme un sac de patates. Je lui ai pété toutes les dents. Il le méritait, pas vrai? Oh oui, il le méritait. Bien sûr. Ils le méritent tous. Il faisait peur. Les gens étaient soit avec lui, soit contre lui. Et s'ils étaient contre lui, ils craignaient pour leur vie. James Vlassakis apprend aux enquêteurs que 5 ans après avoir commis son premier meurtre, en 1992, John Bunting était prêt à tuer à nouveau. Et cette fois, il n'était pas seul. Robert Wagner était un homme peu éduqué. Ce n'était pas une forte personnalité, mais il avait un côté très sombre en lui. Les deux hommes choisissent leur cible. Ray Davies, 26 ans, un homme perturbé et handicapé mental qui vit près de chez John Bunting. Tu aimes ton cadeau? Ils ont enlevé Ray Davies et l'ont emmené à la maison que John Bunting partageait avec Elizabeth Harvey. C'est là qu'ils l'ont tué. Ils l'ont étranglé. Le corps de Ray Davies, enterré dans le jardin de John Bunting, sera découvert plus tard par la police. Un corps de femme est enterré à côté. Il s'agit de Susan Allen, une ancienne petite amie de Ray Davies. Les enquêteurs tentent toujours de comprendre le mobile des meurtres. Ils découvrent qu'une semaine après sa mort, la caravane de Ray Davies a été vendue. Des preuves saisies chez John Bunting prouvent qu'il a accédé au compte en banque des deux victimes. Ils exigeaient souvent de leurs victimes leur code confidentiel pour avoir accès à leur compte en banque. Ensuite, ils dissimulaient les corps pour pouvoir continuer à tuer tranquillement dans leur entourage. Presque un an après le meurtre de Ray Davies, John Bunting et Robert Wagner choisissent leur prochaine victime dans leur quartier. Il s'agit de Michael Gardiner, 19 ans. La police interroge Nicole Zurita, mère de 2 enfants et amie de Michael. La dernière fois que j'ai vu Michael, j'allais partir en Nouvelle-Galles du Sud pour de courtes vacances. Il devait rester chez moi jusqu'à mon retour. Quand je suis rentrée, Michael avait disparu, ainsi que toutes mes affaires.
La police commence à comprendre le terrible mobile qui se cache derrière ces meurtres. John Bunting avait sur un mur ce qu'il appelait une toile d'araignée, toute une série de post-it reliés par des ficelles, avec les noms et les adresses des personnes qu'il voulait punir. Ces personnes sont des homosexuels et des pédophiles. John Bunting ne fait aucune distinction entre les deux. Il voyait des pédophiles partout. Et chaque fois qu'il en parlait, il devenait très violent. Il était complètement obsédé par les pédophiles. Sale petit pervers. Tu me dégoûtes. John Bunting a grandi dans un coin défavorisé du Queensland, avec des parents très vieux jeu. À l'âge de 18 ans, il s'est installé à Adélaïde, dans un quartier tout aussi misérable que celui où il avait passé son enfance. Certains éléments laissent à supposer qu'il a été violé quand il était enfant, mais il n'en parlait pratiquement jamais dans ses délires, sans doute parce qu'il avait honte. Bunting était clairement poussé par d'horribles désirs pervers. Les enquêteurs savent que John Bunting influence Robert Wagner, mais ils ont besoin de preuves concrètes pour établir le degré de culpabilité de ce dernier. Le docteur Jack White l'a examiné quand il était en détention. Il voyait Bunting comme un leader. Il le respectait et il était prêt à endosser le rôle de soldat pour lui. Si Robert Wagner a rejoint la croisade de John Bunting, quand il l'a rencontré, il était lui dans une relation homosexuelle. Robert Wagner avait été ramassé par Barry Lane, un pédophile travesti, quand il avait 14 ans. Il l'a emmené et l'a gardé avec lui jusqu'à ce qu'il soit adulte. Wagner était un peu paumé, mais John Bunting, lui, savait exactement ce qu'il faisait. Il pensait que Wagner était une victime et qu'il fallait le débarrasser de Barry Lane, et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand Barry Lane s'est mis à parler de ses soupçons concernant John Bunting et Robert Wagner, il a signé son arrêt de mort. Tu pouvais pas la fermer? Robert Wagner adorait l'excitation de la torture, mais c'était également le seul assez fort pour attraper la victime par derrière, mettre ses bras énormes autour de son cou et serrer. Souvent, il s'arrêtait juste avant que la victime ne perde connaissance, pour que John Bunting puisse la regarder dans les yeux. Il adorait faire ça, montrer qu'il était le plus fort. Peu de temps après la mort de Barry Lane, à la fin 1997, un jeune homme est retrouvé pendu à un arbre à Kersbrook, au nord d'Adélaïde. Il s'agit de Thomas Trevelyan, un jeune schizophrène de 18 ans et ancien amant de Barry Lane. La police criminelle n'a pas enquêté sur la mort de Thomas Trevelyan, parce que nous pensions qu'il s'agissait d'un suicide par pendaison. James Vlasakis révèle à présent que cette mort n'était pas un suicide, mais le résultat de la folie meurtrière grandissante des tueurs. Le mobile de ces crimes était la haine de John Bunting pour ces gens qui s'est peu à peu transformé en goût du meurtre. Il voulait tuer, et très vite il s'est mis à chercher des victimes. James Vlasakis révèle ensuite à la police comment les meurtres ont accéléré et comment John Bunting l'a attiré dans le cercle des tueurs. Suite à la découverte de 8 corps dans des barils, dans une banque désaffectée, le 20 mai 1999, 3 hommes sont inculpés de meurtre. John Bunting, Robert Wagner et Mark Hayden. Tout le monde se doutait que ce serait sans doute l'une des affaires criminelles les plus importantes d'Australie, voire peut-être du monde. Un autre homme, James Vlasakis, 19 ans, est en détention où il révèle de nombreux détails sur les meurtres. Autant de preuves cruciales pour l'accusation. J'ai menti parce que j'avais peur.
Les révélations de James Vlassakis ont été capitales pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi c'était arrivé, qui avait fait quoi, et ainsi recueillir des preuves pour traduire Bunting, Wagner et Haydon en justice. Avec l'aide de James Vlassakis, les enquêteurs identifient 6 victimes. Clinton Tresize, Ray Davis, Susan Allen, Michael Gardiner, Barry Lane et Thomas Trevelyan. Ils commencent également à comprendre le mobile des meurtres. John Bunting s'en est pris à Michael Gardiner, tout simplement parce qu'il était gay. Il ne faisait pas la différence entre homosexuel et pédophile. C'est plein de pédophiles ici. Il y en a à tous les coins de rue. C'est des vrais cafards. Saleté de pédophiles. Il y en a partout. Ils ont besoin de se faire soigner. Il faut les punir. Oui. Au fil de sa déposition, James Vlassakis révèle à la police comment il a été attiré dans le cercle des tueurs. James Vlassakis a raconté qu'un soir, quand il est rentré, Bunting et Wagner lui ont montré le corps de Gavin Porter allongé sur le sol du garage et ils lui ont dit qu'il venait de le tuer. Gavin Porter était un ami de James Vlassakis, héroïnomane comme lui. John Bunting détestait les drogués et les considérait comme des moins que rien. Vlassakis était très choqué et effrayé, c'était son ami. À ce moment-là, il a cru que Bunting et Wagner allaient le tuer. Il a eu peur et dès cet instant, il s'est retrouvé impliqué. Au fil des jours que dure sa déposition, James apprend à la police que les tueurs ont été rejoints par leur ami Mark Haydon. Mark Haydon était un homme un peu limité. C'était vraiment très facile de le manipuler. Si Bunting disait qu'il fallait faire quelque chose, alors il fallait le faire. Pour James Vlassakis, dresser la liste des victimes est une épreuve traumatisante. Il a du mal à ne pas craquer quand il doit se rappeler tous les terribles détails. Mais il va choquer les enquêteurs en racontant comment, de simple observateur, il est devenu tueur, dès le meurtre de son demi-frère, Troy Yude. Robert et John l'ont traîné dans la salle de bain. Je croyais qu'ils allaient juste le taper. Troy Yude avait violé James pendant toute son enfance. James avait grandi dans un foyer abusif, avec une mère malade mentale. Je pensais qu'ils allaient juste lui coller une raclée, lui parler. James avait raconté à John Bunting que Troy avait abusé de lui sexuellement. Et c'est ce qui a signé l'arrêt de mort de Troy. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ils l'ont emmené dans la salle de bain. Et ils se sont mis à lui gueuler dessus. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ils le traitaient de pédé et de violeur d'enfants. Troy Yude a subi des tortures terribles pendant des heures avant de mourir. Et pendant tout ce temps, James Vlassakis n'a pas bougé le petit doigt pour l'aider. Pardon. Pardon. Troy Yude, son frère, le suppliait alors que les autres le torturaient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Il perdait connaissance. John s'est tourné vers Troy et il a dit « Je pourrais faire ça pendant des heures. » Je pourrais faire ça pendant des heures. Je suis parti. C'était trop dur. Je lui ai dit que ça m'avait plu. J'ai menti. J'ai menti parce que j'avais peur que John me tue. Il était brisé psychologiquement. Il ne faut pas oublier qu'il était héroïnomane et qu'il était resté longtemps sous l'emprise de John Bunting. Il a fait une tentative de suicide quand la police a commencé à l'interroger. C'était un homme brisé, qui n'avait pas été capable de mettre un terme à ce qui se passait. Il n'en avait pas eu le courage, et il avait fini par croire qu'il serait la prochaine victime. Les meurtres s'accélèrent. Avec 5 victimes entre novembre 1997 et septembre 1998,
La folie meurtrière des tueurs augmente. Ce sont en effet des personnes qui parlaient de meurtre comme nous, on parlerait du temps qu'il fait. Je le tiens à l'œil, l'autre là-bas. Je peux lui rendre une petite visite. Les 2 meurtres suivants, celui de Fred Brooks, un jeune handicapé mental, et de Gary O'Dwyer, un infirme, ont lieu en l'espace de 6 semaines. Tous 2 sont torturés pendant des heures. Certains actes de torture étaient affreux. John Bunting s'était procuré un transformateur, une véritable machine à électrocuter avec laquelle il pouvait varier la quantité de courant qu'il administrait. Le nombre des victimes augmentant, les tueurs placent leurs restes dans des barils. Pour les psychologues qui ont travaillé sur l'affaire, cela en dit long sur John Bunting. John Bunting était très clairement fasciné par les cadavres. S'il a conservé ses corps, ce n'est pas seulement pour éviter qu'on ne les trouve. Il était même beaucoup plus risqué de les conserver. Non, s'il les a conservés, c'est à cause de son besoin de contrôle. Il voulait garder les cadavres sous la main pour satisfaire cette fascination. Durant toute sa détention, Mark Haydon reste silencieux. C'est la disparition de sa femme, Elizabeth, en novembre 1998, qui a déclenché toute l'enquête. Mais James Vlasakis apprend à la police que les barils étaient initialement conservés dans le garage de Mark Haydon et qu'il a commis l'erreur de trop parler à sa femme. Son mari stockait des corps dans des barils dans leur garage. À ce moment-là, John Bunting cherchait des victimes à tuer. Il ne fait aucun doute qu'Elizabeth Haydon savait, au moins en partie, ce qui se passait, si ce n'est pas tout. Il n'en fallait pas plus pour faire d'elle la prochaine victime. Non, lâchez-moi! Je vous en supplie, non! La ferme! Malgré les efforts des tueurs pour dissimuler la disparition d'Elizabeth Haydon, la police ouvre immédiatement une enquête. La disparition d'Elizabeth Haydon a été le tournant de l'affaire. C'est à ce moment-là que les tueurs se sont retrouvés sous pression. Pour la première fois, les 3 hommes sont étroitement surveillés. John Bunting a paniqué et il a immédiatement décidé de transporter ailleurs les barils contenant les corps qui se trouvaient dans le garage de Mark Haydon. Ce qui a laissé une piste. Il transporte les barils dans une banque désaffectée à Snowtown, à 2 heures au nord d'Adélaïde. Mais malgré la présence policière autour des suspects, les meurtres continuent. Vers la fin, pour Bunting, c'était comme une drogue. Il ressentait de plus en plus de plaisir à tuer, à montrer qu'il était le plus fort. James Vlasakis raconte comment John Bunting lui a demandé d'attirer un jeune homme à Snowtown. Ce jeune homme, ni homosexuel ni pédophile, est le demi-frère de James, David Johnson, 24 ans, le fils de Marcus Johnson. David était quelqu'un de bien. Il n'avait jamais eu de problème avec la police. Il était soigné. Il était bien habillé. Il était poli. Et il ne méritait absolument pas tout ce qui lui est arrivé. James l'a attiré dans un piège mortel pour obéir à John Bunting. Lors du procès, on a écouté des enregistrements et il faisait froid dans le dos. Bunting attendait dans la chambre forte à Snowtown que James Vlasakis lui ramène sa proie. On a entendu Bunting au téléphone qui disait à Vlasakis « C'est la voix du bonheur ». Ce à quoi Vlasakis a répondu « Haha, on arrive ». C'est là. Hey! Salut David! Salut les gars! On sait qu'en entrant, David Johnson était un peu étonné. Allonge-le, Robert. Il paniquait. Ses jambes tremblaient. Tiens-le, Robert! Lâchez-moi! Tiens-le bien! Il comprenait pas ce qui se passait.
Il souffrait beaucoup. En plus des terribles actes de torture, James révèle à la police qu'avec le meurtre de David Johnson, le dernier des tabous saute pour Robert Wagner et John Bunting. James les voit manger un morceau de chair de leur dernière victime. Il y a eu acte de cannibalisme. J'avais partagé des repas avec ces gens. Quand je pense qu'ils ont mangé mon fils, ce que je ressens est indescriptible. Ils avaient des rituels, et le plus extrême de ces rituels a été de manger ensemble la chair de leur victime. Ça les a liés par une culpabilité mutuelle, ils ne faisaient plus qu'un. Le 2 juin 1999, après 6 jours de déposition traumatisante, James Vlassakis est inculpé de meurtre. Son témoignage contre les autres tueurs est crucial. Le 2 juillet, John Bunting, Robert Wagner et Mark Hayden sont chacun inculpés de 10 meurtres. Toute l'Australie attend le procès le plus choquant de l'histoire criminelle du pays. Ébranlé par les terribles détails des crimes, le pays est abasourdi en apprenant que John Bunting aurait pu être arrêté après son premier meurtre. Quatre hommes attendent d'être jugés pour une série de meurtres abominables en Australie méridionale. Les 12 victimes étaient connues des 4 accusés et toutes vivaient dans les mêmes quartiers défavorisés du nord d'Adélaïde. Le procès des corps dans les barils s'ouvre en 2001. C'est une entreprise colossale. C'était complexe, c'était éprouvant. Ça a pris énormément de temps dans la carrière des enquêteurs. Le 21 juin 2001, James Vlassakis arrive devant la cour. Il est inculpé de 4 meurtres. L'accusation se base en grande partie sur ses aveux à la police. Ils avaient passé un accord plusieurs semaines auparavant. Quand il est arrivé à l'audience, il appelait des coupables de 4 des 5 meurtres dont il était accusé. Il plaide coupable de 4 meurtres. Pour sa participation au meurtre de son demi-frère Troy Hood, de Fred Brooks, de Gary O'Dwyer et de son demi-frère David Johnson, James Vlassakis est condamné à 26 ans de prison. Depuis le début, il était horrifié par ces meurtres. Mais il était sous l'emprise de Bunting et il lui a fallu des mois de séparation physique avant de pouvoir s'en défaire. Il s'est réveillé un matin et il a compris l'horreur de ce qu'il avait fait. James Vlassakis retourne au tribunal. Il restera à la barre 32 jours pour témoigner contre ses co-accusés. Ça aide d'avoir un témoin clé quand on juge des tueurs en série. En échange, il ne passera pas sa vie en prison. Mark Hayden est inculpé de 2 meurtres et de complicité dans 5 autres meurtres. Il est jugé séparément et plaide non coupable. Mark Hayden était l'acolyte un peu limité qui obéissait aux ordres. Il a été jugé seul et tout au long de son procès, il a gardé les yeux baissés. Des chefs d'accusation de meurtre sont abandonnés. Mais Mark Hayden est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation de complicité de meurtre. Le juge ne voit en lui qu'un serviteur passif et il est condamné à 25 ans de prison. En octobre 2002, s'ouvre le procès de Robert Wagner et de John Bunting. Robert Wagner, inculpé de 11 meurtres, plaide coupable pour 3 d'entre eux et non coupable pour les autres. John Bunting plaide non coupable pour les 12 meurtres pour lesquels il est inculpé. Il disait qu'il tuait des pédophiles, des gens qui auraient fait du mal à des enfants. Mais en réalité, la plupart de leurs victimes étaient simplement des gens défavorisés, des gens dont la vie avait d'une façon ou d'une autre dérapé. Les terribles détails de chaque meurtre sont rendus publics. L'accusation fait écouter aux jurés des enregistrements réalisés par les tueurs pendant les tortures. Pour toutes les personnes présentes, l'expérience est traumatisante. J'ai longtemps été hantée par les voix des victimes qui suppliaient qu'on les épargne. J'en ai fait des cauchemars et je sais que je ne suis pas la seule. Marcus Johnson doit endurer les enregistrements de son fils David en train de se faire torturer.
C'était une expérience vraiment très étrange d'un point de vue émotionnel. C'était inimaginable. Je devais rester assis et écouter mon fils souffrir comme aucun être humain ne devrait souffrir. Mais si l'accusation révèle l'ampleur des souffrances subies par les victimes, les accusés ne montrent aucune émotion. Je regardais John Bunting et Robert Wagner et je n'ai pas vu une seule lueur de remords dans leurs yeux. En septembre 2003, les verdicts sont prononcés. Robert Wagner est reconnu coupable de 10 meurtres. À cause de son irrépressible envie de tuer, il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Pour lui, c'était presque comme une drogue. Il lui fallait sa dose. Je pense que c'est pour ça que les meurtres ont continué. John Bunting est reconnu coupable de 11 meurtres. Le jury ne parvient pas à un verdict concernant la mort de Susan Allen. Tout comme Robert Wagner, John Bunting ne sortira jamais de prison. Jamais, dans toute ma carrière de chroniqueuse judiciaire, je n'ai eu affaire à des gens comme Robert Wagner et John Bunting. J'étais assise à quelques mètres d'eux au tribunal et je les observais. Surtout Bunting avec son petit sourire narquois. À un moment, je me souviens que je me suis dit que si le diable existait, il était assis à quelques mètres de moi. L'affaire est close. 4 hommes sont en prison et 12 personnes sont mortes. Mais les meurtres auraient-ils pu être arrêtés plus tôt? Selon l'anthropologue médico-légal Maciej Henneberg, des erreurs ont été commises. On aurait pu résoudre l'affaire plus tôt et ainsi éviter la mort de plusieurs personnes. En 1994, les restes de la première victime de John Bunting, Clinton Tresize, sont découverts. Malgré un appel à témoin national, il faudra 5 ans avant que ces restes ne soient identifiés. Si on avait pu déterminer que le squelette était celui de Clinton Tresize, la police aurait enquêté parmi ses connaissances. Et il est quasi certain que Bunting et Wagner auraient été interrogés. À l'époque, la police fait appel au professeur Henneberg pour identifier le squelette. Mais inexplicablement, on ne lui transmet pas la seule photo existante de Clinton Tresize. Or, il affirme qu'il aurait pu la relier au crâne. Quand on sait que quelqu'un a disparu et qu'on a sa photo, si on trouve un crâne, eh bien en superposant l'image du crâne et le crâne de la photo, on peut affirmer sans hésiter qu'il s'agit de la même personne. À cause de cette erreur, la police n'a pas traité la disparition de Clinton Tresize comme une affaire de meurtre. En conséquence, John Bunting n'a pas été inquiété et il a pu continuer à tuer pendant des années. Et ça a donné la pire affaire de meurtre en série d'Australie, alors qu'après le premier, tout aurait pu s'arrêter. La pire affaire de meurtre en série d'Australie a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui y ont été mêlés. Pour le public, l'affaire est close, mais pour les journalistes comme moi qui l'ont couverte, il est impossible de l'oublier. Quand on apprend que quelqu'un qu'on aime a non seulement été tué, mais torturé, tout simplement parce qu'il était différent. Pourquoi? Pour ceux qui ont été frappés par la tragédie, l'horreur sera toujours la même. Je vis avec mon chagrin. Je ne me considère pas comme un être humain normal. J'ai énormément de mal à faire confiance aux gens. Plus jamais je ne pourrai faire confiance à quelqu'un. Toute cette affaire m'a appris que si on laisse les gens se marginaliser et s'isoler au point qu'ils ne manquent à personne, tout peut leur arriver. Cela m'a appris qu'on doit aux gens plus d'attention que ces victimes n'en ont reçu.